Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace où l'on interroge ce que l'on croit évident. Aujourd'hui, une question simple mais profondément dérangeante va nous accompagner. Sommes-nous vraiment de simples spectateurs face à l'art, aux images, aux discours, ou sommes-nous déjà, sans le savoir, des acteurs de notre propre émancipation? Depuis toujours, on nous a appris à croire que comprendre nécessite un guide, qu'apprendre suppose un maître, et que penser exige une hiérarchie entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Mais si cette idée était fausse, si, en réalité, chacun possédait une capacité égale à penser, à interpréter, à donner du sens. C'est précisément ce que défend Jacques Rancière en renversant notre manière de voir l'art, la politique et même notre rôle de spectateur. Avec lui, regarder n'est plus un acte passif. C'est déjà une manière d'agir. Et comprendre ne consiste plus à recevoir une vérité, mais à construire un chemin personnel à travers les images, les œuvres et les idées. Né en 1940 à Alger, Jacques Rancière s'impose comme l'une des grandes figures de la philosophie contemporaine. Ancien élève de Louis Althusser, il prend très tôt ses distances avec son maître pour tracer une voie intellectuelle singulière, centrée sur l'émancipation et l'égalité des intelligences. Professeur émérite, il consacre une grande partie de ses recherches à l'histoire des luttes ouvrières, tout en enrichissant sa réflexion par des séjours réguliers aux États-Unis. Dans les années 1970, il participe activement à l'aventure du collectif Révolte Logique, aux côtés d'intellectuels comme Geneviève Fraisse ou Arlette Farge. Auteur d'ouvrages majeurs tels que La nuit des prolétaires, Le philosophe et ses pauvres, ou encore Le maître ignorant, Rancière développe une pensée audacieuse qui remet en question la séparation traditionnelle entre savants et ignorants. Pour lui, chacun possède la capacité de penser et de comprendre, sans hiérarchie imposée. Aujourd'hui reconnu à l'échelle internationale, il propose une vision originale du politique, fondée sur la participation de tous. Dans La mésentente ou la haine de la démocratie, il critique aussi bien le mépris envers le peuple que les illusions d'un consensus démocratique sans conflit. Il défend ainsi une conception vivante de la politique comme espace de désaccord et de débat. Enfin, son œuvre explore largement les liens entre esthétique et politique, notamment dans Le partage du sensible ou Le spectateur émancipé, où il montre comment l'art peut devenir un véritable terrain d'émancipation et de transformation des regards. Dans Le spectateur émancipé, Jacques Rancière rassemble plusieurs conférences prononcées entre 2004 et 2008 dans des universités, des centres d'art et des musées. Fidèle à sa réflexion sur les régimes de l'art, éthique, représentatif et esthétique, il propose un ouvrage aux analyses foisonnantes qui se déploie de manière ramifiée. Ce livre peut se lire comme une véritable défense du spectacle, mais aussi comme une critique des formes contemporaines d'iconoclasme. Rancière y voit des pensées qu'on pourrait qualifier de nihilistes ou réactives, dans le sens que leur donnait Gilles Deleuze en s'inspirant de Friedrich Nietzsche. Parmi les figures ainsi interrogées, on peut citer Gérard Waschkmann, Guy Debord, Bernard Stiegler ou encore Zygmunt Bauman. De manière plus indirecte, il entre également en dialogue avec des penseurs souvent perçus comme plus favorables aux images, tels que Bertolt Brecht, Walter Benjamin ou Jean-François Lyotard. Enfin, son travail s'inscrit dans une conversation philosophique continue avec des figures majeures comme Platon et Karl Marx. Dans ses premiers travaux consacrés à la nature de l'art, ou plus précisément à ce qui brouille ses frontières, ce non-art qui le déborde, Jacques Rancière mettait surtout en lumière la complexité des relations entre deux grands modes de compréhension artistique. D'un côté, le régime représentatif, hérité de la mimésis définie par Aristote, où l'art est pensé comme imitation du réel, structuré par des règles et des hiérarchies. De l'autre,
Le régime esthétique, incarné par des œuvres comme Madame Bovary de Gustave Flaubert, qui rompt avec ses cadres pour affirmer une liberté nouvelle de la sensibilité et de la perception. Dans des ouvrages comme La fable cinématographique, il montrait déjà combien ces deux régimes pouvaient entrer en tension, se contredire et se superposer. Avec le spectateur émancipé, sa réflexion franchit une étape supplémentaire. Il introduit de manière plus explicite un troisième mode, le régime éthique. Celui-ci trouve son origine dans la pensée de Platon, qui concevait l'art non pas comme un espace autonome, mais comme une pratique devant être intégrée à la vie collective et orientée vers une certaine idée du bien commun. Chez Platon, la communauté idéale se construit dans l'harmonie des corps et des esprits, par exemple dans la danse collective, en opposition au théâtre, jugé trompeur et potentiellement dangereux. Rancière observe que ce régime éthique, loin d'appartenir uniquement à l'Antiquité, réapparaît sous des formes contemporaines. Il en repère des traces dans ce que Nicolas Bourriaud appelle l'esthétique relationnelle, où l'art veste est conçu comme un dispositif de création de liens sociaux. Il en voit aussi l'écho dans certaines critiques issues de Karl Marx, notamment celles qui visent l'individualisme démocratique et la politique des droits de l'homme, accusées de fragmenter le collectif. Mais ce qui rend la pensée de Rancière particulièrement féconde, c'est qu'il ne considère pas ces régimes comme des périodes historiques qui se succèdent de manière linéaire. Contrairement à certaines visions qui découpent l'histoire en époques homogènes, il montre que ces régimes sont transhistoriques. Ils traversent le temps, coexistent et interagissent. Un même moment peut ainsi être traversé par plusieurs logiques artistiques, parfois en accord, souvent en tension. Autrement dit, même si chaque régime a une origine identifiable, Platon pour le régime éthique, Aristote pour le représentatif, Flaubert pour l'esthétique, aucun ne disparaît complètement. Ils continuent d'agir simultanément, produisant des effets parfois contradictoires. C'est précisément dans cette coexistence et ces frictions que se déploie la richesse de l'expérience artistique. Et c'est dans ce cadre que Rancière introduit la notion d'image pensive. Des images capables de faire dialoguer ces différents régimes, en ouvrant un espace où la pensée et la perception se rencontrent. Au centre de sa réflexion, Jacques Rancière propose une idée simple mais forte. Le loisir, qu'il appelle aussi émancipation, n'est pas un luxe, mais une capacité essentielle. C'est le fait pour chacun de pouvoir sortir de son rôle habituel pour penser, apprendre et s'ouvrir à autre chose. Cette idée va à l'encontre de deux visions opposées. D'un côté, celle de Platon, pour qui chacun doit rester à sa place. L'artisan travaille et ne s'occupe pas de politique. De l'autre, celle de certains révolutionnaires, inspirés notamment par Vladimir Lenin, qui estiment que les ouvriers doivent d'abord comprendre leur situation, leur aliénation, avant de pouvoir agir politiquement. Rancière s'appuie sur des textes d'ouvriers du XIXe siècle pour montrer une autre réalité. Ces travailleurs ne se contentaient pas de leurs conditions. Ils lisaient, écrivaient, réfléchissaient. Ils sortaient ainsi de leur identité sociale, ce qui peut sembler dérangeant pour certains penseurs. En effet, cette liberté individuelle paraît menacer l'ordre social. C'est ce que soulignait déjà Émile Durkheim, fondateur de la sociologie, pour qui le lien social doit être préservé. Plus tard, Pierre Bourdieu défend une idée proche. Selon lui, la société tend à se reproduire toujours de la même manière. Les individus, qu'ils soient paysans ou ouvriers, restent globalement à leur place. Les parcours exceptionnels ne changent pas vraiment les choses et peuvent même donner l'illusion trompeuse que tout le monde peut s'élever socialement. Rancière, au contraire, insiste sur ces moments où les individus sortent de leur rôle. Pour lui, c'est précisément là que commence l'émancipation, quand quelqu'un refuse d'être défini uniquement par sa position sociale et affirme sa capacité à penser et à agir. Dans ce passage, Jacques Rancière critique une certaine manière de faire de la politique et de transmettre le savoir.
Il s'attaque notamment aux courants radicaux inspirés de Vladimir Lénine qui prétendent guider le peuple. Selon lui, ces dirigeants se placent toujours du côté de ceux qui savent, un peu comme le sujet supposé savoir décrit par Jacques Lacan. Le problème, c'est qu'ils entretiennent l'idée qu'il existe une différence fondamentale entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Ils se présentent comme des experts, des détenteurs d'un savoir supérieur et maintiennent les autres dans une position d'ignorance. En agissant ainsi, ils créent une hiérarchie. Certains seraient plus proches de la vérité que d'autres. Rancière montre que ce mécanisme peut aller très loin jusqu'à justifier des systèmes autoritaires, comme les procès staliniens où l'on jugeait aussi les individus sur ce qu'ils étaient censés ne pas savoir. À l'inverse, il propose une autre figure, celle du maître ignorant, inspiré de Joseph Jakotok. Ce maître ne prétend pas tout savoir. Il laisse l'élève découvrir par lui-même, vérifier ce qu'il comprend, apprendre en expérimentant. L'idée centrale est que chacun a l'acte de penser et d'apprendre sans dépendre d'un supérieur. Rancière applique ensuite cette réflexion au domaine de l'art. Il refuse l'idée selon laquelle un artiste pourrait éduquer son public comme un professeur face à ses élèves. Une œuvre d'art n'impose pas un message unique ou une leçon claire. Même si l'artiste a une intention précise, le sens de l'œuvre reste ouvert. C'est alors le spectateur qui devient central. Il n'est plus un simple récepteur passif, mais un participant actif. En découvrant une œuvre, il interprète, imagine, fait ses propres liens. Immanuel Kant parlait déjà de ce libre jeu de l'imagination et de l'entendement dans l'expérience esthétique. Plus tard, Walter Benjamin a souligné que cette liberté d'interprétation est essentielle dans l'art moderne. Mais cette liberté pose aussi une question. Peut-on encore parler d'un sujet bien défini? Rancière suggère que cette notion devient fragile. Dans le monde moderne, et encore plus avec des médias de masse comme le cinéma, l'individu n'est plus un être stable avec une identité fixe. Il est plutôt traversé par des expériences, des images, des interprétations multiples. Ainsi, pour Rancière, il faut se méfier de l'idée de prise de conscience totale de soi. L'émancipation ne consiste pas à devenir parfaitement lucide sur soi-même, mais à rester capable de penser, d'interpréter et de jouer avec les sens, sans être enfermé dans une identité ou une position imposée. Pour expliquer sa pensée, Jacques Rancière distingue 3 manières de comprendre l'art: le régime éthique, le régime représentatif et le régime esthétique. Mais cette distinction est surtout utile pour analyser, car les 2 premiers ont un point commun. Ils orientent l'œuvre vers un but précis. L'art y sert une fonction morale, religieuse ou sociale et s'adresse à un public bien défini. À l'inverse, le régime esthétique change complètement la donne. Avec l'apparition de lieux comme le musée, l'œuvre n'a plus de destination imposée. Elle est présentée sans fonction précise, ce qui laisse place à une grande liberté d'interprétation. Le spectateur est alors libre de ressentir, de penser et de comprendre à sa manière. Rancière rapproche cette logique de celle de la démocratie. Comme l'art esthétique, la démocratie repose sur l'absence de hiérarchie fixe et sur une certaine indétermination. Les rôles ne sont pas figés. Les positions ne sont pas imposées d'avance. C'est une expérience ouverte, comparable à celle que l'on peut vivre aujourd'hui dans une galerie d'art contemporain. Cependant, dès qu'on essaye de redonner à l'art une fonction claire, morale ou sociale, on revient vers les anciens régimes. Et avec eux réapparaît une division entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui guident et ceux qui suivent. Rancière insiste donc sur l'importance du régime esthétique, qui suspend ces hiérarchies et ouvre un espace plus libre. Historiquement, cette transformation est liée à l'apparition de nouveaux lieux comme le musée, mais aussi le concert public. Ces dispositifs ont profondément changé le statut des œuvres. Elles ne sont plus créées pour un public précis ou pour remplir une fonction particulière, mais pour être exposées à des spectateurs indéterminés. Cela a une conséquence importante. Les œuvres deviennent comme des fragments ou des ruines. Autrefois, une œuvre religieuse ou politique avait un sens clair pour une communauté.
Mais une fois sortie de ce contexte, elle perd son message unique et s'ouvre à plusieurs interprétations. C'est ce qu'avaient déjà remarqué des penseurs comme Johann Joachim Winckelmann ou Gotthold Ephraim Lessing. La ruine devient alors une image forte de l'art moderne, une œuvre incomplète, ouverte, qui ne dit pas une seule chose, mais en suggère plusieurs. Alois Riegl, en réfléchissant à la manière de conserver les ruines, montre bien cette hésitation. Faut-il restaurer, reconstruire ou laisser disparaître? Chaque choix donne un sens différent à l'œuvre. Ainsi, dans le régime esthétique, l'art n'impose plus une vérité unique. Il devient un espace de possibilités. Et face à cette ouverture, certains ont rêvé de retrouver une unité perdue, comme Richard Wagner avec son idée d'œuvre d'art totale. Mais pour Rancière, c'est justement cette indétermination, cette liberté du sens qui fait la richesse de l'art moderne et contemporain. Pour Jacques Rancière, il ne faut pas confondre culture et politique. Dès que l'art devient un domaine autonome, ce qu'il appelle le régime esthétique, la culture ne remplace pas la politique. Au contraire, elle en devient un enjeu important. On peut donc parler d'une politique de l'esthétique, mais cela ne signifie pas que l'art dirige directement la société. Chacun à sa manière est concerné, notamment dans sa relation personnelle au passé, par exemple face aux œuvres anciennes ou aux ruines. Rancière critique aussi ceux qui rejettent l'idée de politique culturelle. Selon lui, ils défendent souvent, sans le dire clairement, une vision de la société où la culture servirait à rassembler le peuple autour d'une identité commune. Or, dans le régime esthétique, les œuvres ne s'adressent plus à un public précis. Elles sont comme des ruines de sens. Elles ne donnent pas un message unique, mais ouvrent plusieurs possibilités d'interprétation. Être émancipé, dans ce contexte, signifie être libre de donner du sens sans être obligé de suivre une interprétation imposée. Une œuvre d'art réussie est celle qui laisse le spectateur réfléchir, hésiter, imaginer. Par exemple, dans Soupçon de Alfred Hitchcock, la scène où Cary Grant apporte un verre de lait à John Fontaine peut être comprise de différentes façons. Soit comme un élément du récit, le lait est peut-être empoisonné, soit comme une simple image marquante, ouverte à l'interprétation. C'est cette indétermination qui fait la richesse de l'expérience. Rancière refuse donc l'idée que l'art ait pour mission d'éduquer ou de transformer directement le public. Il critique en particulier la vision de Bertolt Brecht qui voulait utiliser le théâtre pour produire un effet politique précis. Pour Rancière, même le théâtre ou la performance d'un acteur ne garantissent pas un effet collectif ou politique. Rien ne prouve, par exemple, que le théâtre soit plus politique que la télévision. Cette idée va à l'encontre de penseurs comme Bernard Stiegler, qui voyait dans les médias de masse un danger majeur pour les consciences. Rancière adopte une position plus nuancée. Les spectateurs, même face à la télévision, ne sont pas forcément passifs. Ils peuvent interpréter, juger, prendre du recul. L'idée selon laquelle le peuple serait manipulé ou incapable de penser relève souvent d'un mépris des élites. Déjà, Plateau critiquait l'écriture en la considérant comme une forme de mémoire trompeuse. Aujourd'hui, certains tiennent un discours similaire sur les médias. Enfin, Rancière rappelle que la véritable transformation politique ne passe pas seulement par l'art. Elle se joue surtout lorsque des personnes jusque-là invisibles prennent la parole et rendent leurs expériences visibles dans l'espace public. L'art peut y contribuer, mais de manière limitée, car ses effets restent toujours ouverts et incertains. En somme, l'essentiel n'est pas de savoir si l'art est un outil politique efficace, mais de comprendre qu'il ouvre un espace de liberté, un lieu où chacun peut penser par lui-même sans être enfermé dans un message unique ou une vérité imposée. Selon Jacques Rancière, les analyses de Pierre Bourdieu sur l'opposition entre culture dominante et culture dominée ont aujourd'hui perdu de leur pertinence. Pourquoi ? Parce que notre monde culturel a profondément changé. Il existe désormais une multitude de supports, cinéma,
photographie, télévision, Internet, etc., ce qui rend beaucoup plus difficile toute hiérarchie claire entre les formes culturelles. Dans ce contexte, Rancière s'intéresse à ce qu'il appelle les images pensives, c'est-à-dire des images ouvertes, qui ne livrent pas un sens immédiat et obligent le spectateur à réfléchir. Pour expliquer cela, il discute les idées de Walter Benjamin et de Roland Barthes. Benjamin insiste sur le rôle des techniques comme la photographie ou le cinéma, qu'il appelle des appareils, capables de transformer notre manière de voir le monde. Barthes, lui, met davantage l'accent sur le lien entre photographie et mémoire, notamment en rapport avec la mort. Rancière propose une autre voie à partir d'exemples concrets, comme les photographies de Reineke Dijkstra. Dans l'une d'elles, une jeune fille posant sur une plage ne livre aucune histoire précise. On ne sait presque rien d'elle. Son identité reste floue, et c'est justement cette indétermination qui rend l'image intéressante. Elle ne s'impose pas, elle invite à penser. Cela rejoint une idée de Benjamin. Contrairement aux portraits peints, qui finissent par devenir de simples objets esthétiques avec le temps, les photographies gardent une forme de présence. Elles semblent continuer à nous interpeller, comme si les personnes représentées réclamaient encore une attention. Mais chez Dijkstra, l'image ne se réduit ni à une simple photo documentaire, ni à une peinture. Elle se situe entre les deux. Elle montre un corps, un cadre, une composition, mais sans message clair. C'est ce que Rancière appelle une image pensive. On peut élargir cette réflexion avec d'autres photographes comme Alexander Gardner ou Walker Evans, qui produisent eux aussi des images ouvertes, difficiles à interpréter de manière unique. Un point essentiel est le rôle du musée. Lorsqu'une photographie entre dans un musée, elle change de statut. Elle n'est plus un simple souvenir ou un document, elle devient une œuvre exposée, détachée de son usage initial. Le musée agit donc comme un dispositif qui transforme les œuvres et les rend plus libres, plus ouvertes. Enfin, certains artistes jouent consciemment avec cette double logique. C'est le cas de Kurt Schwitters qui développe le projet MERS. D'un côté, il crée des œuvres liées à la communication, design, typographie. De l'autre, il produit des collages et des expérimentations artistiques beaucoup plus libres. Son projet montre qu'un même travail peut naviguer entre plusieurs logiques, fonctionnelles et esthétiques. En résumé, Rancière nous invite à voir l'art non comme un ensemble figé, mais comme un espace en mouvement, où différents modes d'expression coexistent, se mélangent et se transforment. Ce qui compte, ce n'est plus de classer les œuvres, mais de comprendre comment elles ouvrent des possibilités de sens. Au cœur de cette réflexion, une idée forte s'impose, l'égalité des intelligences. Pour Rancière, il n'existe pas de frontière naturelle entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Cette division est souvent fabriquée pour maintenir des rapports de pouvoir, que ce soit en politique, en éducation ou dans le domaine de l'art. C'est pourquoi il critique à la fois les modèles traditionnels, où chacun doit rester à sa place, et les approches plus modernes qui prétendent éveiller les consciences, mais en conservant malgré tout une position de supériorité. À l'inverse, il propose une autre voie, celle de l'émancipation, où chacun apprend, comprend et interprète par lui-même. Cette vision se prolonge dans sa théorie des régimes de l'art. Autrefois, les œuvres avaient une fonction précise, transmettre une morale, représenter le monde ou renforcer un ordre social. Mais avec l'émergence du régime esthétique, tout change. L'art n'impose plus un sens unique. Il devient un espace ouvert où les significations sont multiples, incertaines, parfois même contradictoires. C'est là que le spectateur prend toute son importance. Il n'est plus un simple récepteur, mais un interprète actif. Face à une œuvre, il observe, imagine, doute, relie. Il devient en quelque sorte co-créateur du sens. Et cette liberté d'interprétation n'est pas un défaut de l'art moderne, mais sa richesse essentielle. Rancière va encore plus loin en montrant que l'art ne peut pas être réduit à un outil politique direct. Une œuvre ne transforme pas mécaniquement celui qui la regarde. Elle ne transmet pas une leçon claire et universelle. Mais elle ouvre un espace où les évidences vacillent,
où les perceptions se déplacent, où de nouvelles façons de voir deviennent possibles. Dans ce cadre, même notre rapport aux images contemporaines, qu'elles viennent du cinéma, de la télévision ou des réseaux, doit être repensé. Contrairement à une idée répandue, le spectateur n'est pas condamné à la passivité. Il sélectionne, interprète, critique. Il pense. Ainsi, l'émancipation ne réside pas dans le fait de recevoir un savoir supérieur, mais dans la capacité à faire quelque chose de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on vit. C'est une pratique, une expérience, une manière d'habiter le monde autrement. Si cette réflexion vous a interpellé, si elle a fait bouger, même légèrement, votre manière de voir les choses, alors ne laissez pas ces idées s'arrêter ici. Partagez-les, discutez-les, faites-les vivre autour de vous. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces pensées qui ouvrent des perspectives nouvelles et pour ne rien manquer des prochaines analyses. Parce qu'au fond, chaque partage, chaque discussion, chaque question posée est déjà une forme d'émancipation. Et c'est ensemble que ces idées prennent toute leur force.